le deuxième, qui est donc Jessie Jonat du GGNA, donc de l'Université Reims-Champagne-Ardenne, et qui va nous présenter le projet Rescue. Voilà, je te laisse la parole. Ouais, je partage mon écran. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran, ma diapo? Oui, c'est parfait. Ok. Donc, merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter le projet Rescue. Donc, Rescue pour ressources en eau souterraine de la craie de Champagne dans les décennies futures. C'est un projet qui a été mené en collaboration avec la Senzouri, de l'équipe Agile Unilassal, et donc moi-même, Jessie Jonat, du GGNA à l'URCA. Ce projet, il a été financé en 2019 par la SFR Condorcet, et l'objectif, hop, j'active mon pointeur. L'objectif de ce projet, c'était d'évaluer la réponse de la nappe de la Craie dans la Marne au changement climatique. Alors pourquoi s'intéresser à la nappe de la Craie? Tout simplement parce que c'est un aquifère primordial dans la Marne. Donc la Craie, vous l'avez sur cette carte géologique simplifiée en vert clair, c'est le Crétacé supérieur. Et donc nous, on va s'intéresser à la partie marnaise de la Craie. Et donc cette nappe d'eau souterraine, elle est utilisée pour l'alimentation en eau potable, l'irrigation et l'industrie. Et c'est quasiment la seule ressource utilisée. Pour l'irrigation et l'industrie, on utilise aussi des eaux de surface, mais majoritairement des eaux souterraines. Et il faut savoir que dans le secteur, les eaux de surface sont alimentées majoritairement par les eaux souterraines. Donc c'est une ressource abondante, une ressource d'accès aisé parce qu'elle est peu profonde et d'une qualité tout à fait convenable pour ces usages. C'est une ressource intensément exploitée puisqu'on a jusqu'à en moyenne 75 millions de mètres cubes qui sont prélevés chaque année. Et ces 75 millions de mètres cubes, ils vont se répartir entre à peu près 70% pour l'eau potable, 20% pour l'agriculture et un peu plus de 10% pour l'industrie. En ce qui concerne l'eau potable et l'industrie, on a des prélèvements qui sont à peu près stables. En revanche, on a des prélèvements qui sont en hausse pour l'agriculture. Et dans l'avenir, on peut s'interroger sur l'apparition de conflits d'usage entre ces différents prélèvements. Ces conflits d'usage, on peut les illustrer par les arrêtés préfectoraux de restriction d'eau. Ici, vous avez l'illustration cette illustration représente la carte des arrêtés de restriction d'eau souterraine le 15 octobre 2017. Et donc, lorsqu'on est en zone jaune, donc zone d'alerte, on a une réduction des prélèvements agricoles autorisés à 50%. Lorsqu'on est en zone orange, on est en alerte renforcée. On a également une réduction des prélèvements autorisés à 50% et une interdiction de prélever pour des usages agricoles qui peuvent aller au-delà de 3 jours et demi par semaine. Et lorsqu'on est en zone rouge, zone de crise, alors on a uniquement les usages prioritaires qui sont autorisés, c'est-à-dire globalement les usages pour l'eau potable. Si on regarde l'évolution depuis le 2012 de ces arrêtés préfectoraux de restriction d'eau, eh bien, on s'aperçoit qu'on a régulièrement ce type d'arrêtés qui sont pris. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans l'avenir, en réponse notamment au changement climatique, on pourrait avoir une multiplication de ces arrêtés de restriction d'eau? Donc, le premier objectif de ce projet, c'était de préciser les évolutions climatiques d'ici la fin du siècle à l'échelle départementale, donc à l'échelle de la Marne. Alors évidemment, hein, on n'a pas fait nos propres projections, on a utilisé des données qui existent déjà, mais l'idée, en fait, c'est d'utiliser ces données pour les injecter dans un modèle numérique hydrodynamique qui est en cours de construction sur une zone test, la zone que vous avez ici en vert à l'est de Reims. Donc pour préciser, pour jouer avec ces données d'évolution des climats futurs, on a utilisé des données qui sont disponibles sur le portail DRIAS, dont vous avez l'adresse mail, l'adresse du site internet sur la diapo. Au sein de ce portail, on trouve tout un tas de données climatiques issues de différents modèles. Et nous, on a fait le choix d'utiliser les projections du GIEC des années 2000. Ces projections, ce sont clairement pas les plus récentes. Il y a plein de nouveaux modèles climatiques qui sont sortis depuis.
Mais l'avantage de ces données-là, c'est qu'il y a un autre modèle qui a été utilisé à partir de ces projections de 2000, c'est le modèle SCAMPay. Et l'objectif de ce modèle, c'était de déconvoluer ces données pour pouvoir les utiliser à des résolutions spatiales assez fines, et en l'occurrence de 8 km, et des résolutions temporelles journalières. Donc même si on a, des données qui sont un petit peu anciennes, eh bien, la résolution spatiale et temporelle de ces données correspondait bien à ce qu'on voulait faire pour les injecter dans un modèle numérique hydrodynamique. Donc on a travaillé sur 3 scénarios, hein, les scénarios classiques, B1, A1B et A2. Le scénario B1 étant le scénario le plus optimiste, et le scénario A2 le plus, le plus, pessimiste. Et on a travaillé à 3 horizons temporels différents. L'horizon de référence 61-90, l'horizon moyen, l'actuel à 2050, et l'horizon lointain 2070 jusqu'à la fin du siècle. Et donc voilà ce qu'on obtient en termes d'évolution des températures. On constate que, quel que soit le scénario considéré, à l'horizon moyen, on a une augmentation supérieure à de plus d'1 degré pour tous les scénarios. Alors cette augmentation d'1 degré ici, elle est par rapport à l'horizon de référence, c'est-à-dire 1960-1990. Si on regarde à l'horizon lointain, on a, quel que soit le scénario considéré, une augmentation supérieure à 2 degrés, et même une augmentation supérieure à 3 degrés si on s'intéresse au scénario le plus pessimiste, le scénario A2. En ce qui concerne la pluviométrie, on a une tendance à une baisse de la pluviométrie à l'horizon lointain. Néanmoins, si vous regardez les graphiques que vous avez sous les yeux, on voit qu'on a des variations interannuelles très importantes pour la pluviométrie, ce qui est tout à fait classique. Et donc on se rend compte que, en fait, cette baisse de pluviométrie à l'horizon 2100, eh bien, elle est clairement dans la gamme des variations interannuelles de pluviométrie. Et bon, je ne suis pas climatologue ni statisticien, mais je pense que ici, on n'a pas une tendance robuste statistiquement pour pouvoir affirmer qu'on va avoir une baisse de pluviométrie. D'autant que il n'y a pas un consensus dans la communauté des climatologues pour affirmer qu'on va avoir une baisse de pluviométrie à l'horizon 2100. Et si elle existe, elle n'est pas forcément attribuée au changement climatique, mais également à des cycles climatiques. La nappe de la Craie, elle est rechargée exclusivement par les pluies. On a une recharge exclusivement atmosphérique. Dans la Marne, on a des précipitations annuelles qui sont de l'ordre de 650 mm par an à peu près. Et on a, parmi ces 650 mm par an, uniquement une partie, 15 à 20%, qui vont venir alimenter, qui vont venir recharger notre nappe de la Craie. Le reste va partir notamment en évapotranspiration. Ce qui veut dire que si on a une augmentation des températures, si on a au mieux une stagnation des précipitations, alors on peut s'attendre à une diminution de la recharge de notre aquifère, puisque on peut imaginer une augmentation des précipitations, de l'évapotranspiration, donc une diminution des précipitations efficaces, et derrière une diminution de la recharge des aquifères. Alors, encore une fois, hein, ces données, ce ne sont pas les nôtres, elles ont déjà été utilisées, etc. Mais nous, l'idée ici, c'était d'avoir une base de données propre pour pouvoir injecter ces données pour faire des simulations numériques sur l'état de la nappe de la Craie dans le futur. Donc, on a construit notre modèle. En tout cas, ce modèle est en cours de construction à partir de l'outil Modeflow. Alors, c'est un code de modélisation numérique hydrodynamique parmi d'autres, mais c'est l'un des 2 les plus utilisés au monde. On a travaillé pour l'instant en régime permanent. Ce régime permanent fait l'hypothèse qu'on a des volumes, des vitesses, des directions d'écoulement qui sont constants au cours du temps. Cette hypothèse, elle est clairement pas réaliste, mais en fait, le régime permanent, c'est une étape nécessaire pour passer ensuite à un régime transitoire au sein duquel on pourra cette fois-ci prendre en compte la variabilité temporelle, les variabilités temporelles des flux. Pour construire ce modèle, on a besoin de données d'entrée, notamment sur la structure du milieu, la topographie, la lithologie, l'agencement des couches que l'on va intégrer dans notre modèle. Et puis, on a besoin de données sur l'hydrodynamique, et notamment sur la recharge et sur les paramètres hydrodynamiques des couches, et tout particulièrement la perméabilité de ces couches.
Donc ce modèle, je vous l'ai dit, on l'a réalisé sur une zone à l'est de Reims. Vous avez ici les limites marquées un peu plus précisément. Donc le fond de carte, là, c'est le MNT, le modèle numérique de terrain, donc la variation d'altitude. On a les monts de Champagne au milieu ici. On a le mont de Berru à l'ouest. Reims est un petit peu plus à l'ouest. Donc on a pris comme limite nord-est la rivière, la Suippe. Comme limite sud-ouest, on a pris la Vesle et puis on s'est basé sur la limite de bassin versant pour les limites nord-ouest et sud-est. C'est un modèle maillé, donc on a 2250 mailles au sein de ce modèle. Alors le maillage, hein, c'est toujours un équilibre à trouver entre la précision du modèle, la précision des données d'entrée, et puis le temps de calcul nécessaire pour faire tourner notre modèle. Donc là, on a trouvé cet équilibre-là. Lorsqu'on fait un modèle de ce type-là, on doit placer ce qu'on appelle des conditions aux limites de notre modèle, c'est-à-dire qu'on va imposer certaines choses à notre modèle en limite de la zone modélisée. Donc en ce qui concerne les cours d'eau, la Suippe et la Vesle, on a imposé des charges à notre modèle, c'est-à-dire qu'on lui a imposé d'avoir un niveau piézométrique qui ne soit pas qui soit au maximum équivalent au niveau de maximum observé dans les cours d'eau. Pour les limites nord-ouest et sud-est, on a imposé des conditions de flux nulles à notre modèle, c'est-à-dire qu'on lui a, on empêche des flux entrants ou sortants du modèle au niveau de ces limites-là. En ce qui concerne la recharge, on a appliqué une recharge de 120 mm par an sur toute la surface du modèle. C'est en gros la valeur qu'on trouve classiquement dans la littérature pour ce secteur. C'est un modèle en 3 dimensions. Donc le toit du modèle, on a pris l'altitude, le MNT que je vous ai montré précédemment. Et pour le mur du modèle, c'est-à-dire la limite inférieure de notre modèle, on a pris l'altitude moins 50 mètres. Alors pourquoi cette valeur de 50 mètres? Tout simplement parce que la craie, c'est un matériau qui est fissuré dans les premières dizaines de mètres de profondeur, et c'est cette fissuration en fait qui fait la perméabilité majeure de la craie. Et donc cette fissuration diminue avec la profondeur, et lorsqu'on atteint les 50 mètres, on considère qu'on est plus sur un niveau aquifère en fait. Et donc on a implémenté 3 couches à notre modèle. Une couche superficielle relativement fine qui représente les formations superficielles, hein, les alluvions, les colluvions, les graveluches, etc., avec une perméabilité de 1,3 à 3,5 mètres par seconde. Ensuite, on a la couche de craie productive, la couche de craie fissurée, avec une épaisseur variable, qui est avec une perméabilité de l'ordre de 3,3 à 1,4 mètres par seconde. Et puis en dessous, on a une couche de craie moins fissurée, avec une perméabilité beaucoup plus faible, et donc qui va atteindre les 50 mètres de profondeur. Et donc voilà la première carte piézométrique sortie par notre modèle avant la phase de calage. Donc qu'est-ce qu'on observe sur cette carte? On voit qu'on a un dôme piézométrique au niveau des monts de Champagne, et on a des écoulements souterrains qui vont aller évidemment des points les plus hauts vers les points les plus bas, et donc en fait qui vont aller vers les rivières, la Suippe au nord et vers la Vesle au sud, ce qui est tout à fait cohérent avec ce que l'on connaît du secteur, à savoir des écoulements divergents et qui vont venir alimenter les rivières. Si on compare cette carte avec la carte de référence du secteur, celle de Rouxel-David en 2002, eh bien, on voit qu'on a un modèle qui reproduit pas trop mal la réalité en certains endroits. On retrouve notre dôme piézométrique au niveau des monts de Champagne, des écoulements divergents vers les cours d'eau. En revanche, on voit qu'on n'est pas très bon au niveau des limites de notre modèle. Donc on a ça à retravailler un petit peu. Si on regarde ce graphique, où vous avez les charges, enfin les niveaux piézométriques calculés en ordonnée et les niveaux piézométriques observés en abscisse, et bien logiquement, si notre modèle fonctionnait parfaitement bien, on aurait tous nos points alignés le long de ce trait bleu. Là, on voit effectivement que ce n'est pas le cas. Donc on a un petit travail de calage à faire sur cette première phase de modélisation. Donc cette phase de calage en régime permanent, elle est en cours, et puis derrière, une fois que ce sera fait, on pourra passer au calage en régime transitoire. Et à ce moment-là, on pourra prendre en compte la variabilité temporelle des écoulements et de la recharge notamment, et puis on pourra intégrer également les prélèvements qui sont réalisés sur cette nappe, prélèvements pour l'irrigation, pour l'eau potable, etc.
Derrière, une fois que ce calage en régime transitoire sera effectué, alors on pourra passer aux simulations prédictives en intégrant les données d'évolution climatique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis en intégrant, pourquoi pas, l'évolution des pressions, l'évolution des prélèvements notamment. Alors ce travail-là, il est en cours, il y a notamment en collaboration avec l'Université de Liège, et on devrait avoir un modèle calé en régime transitoire au mois de septembre. Pour conclure, on a effectivement une hausse des températures, mais quelle est son intensité? Je vous l'ai dit, on a travaillé avec des données un petit peu anciennes, ça serait bien de refaire ce travail avec des données plus récentes. Et puis je vous ai présenté des valeurs, des variations, annuelles. Évidemment, il y a une variabilité saisonnière importante qu'il faudra prendre en compte, dans le calage en régime transitoire. Et puis quid des épisodes exceptionnels aussi, dont on nous dit qu'ils vont augmenter. En ce qui concerne la stratégie de modélisation, eh bien, on voit que ça fonctionne, hein. Pour l'instant, sans une phase de calage intense, on arrive déjà à reproduire quelque chose d'assez réaliste, donc il faut qu'on avance là-dessus. Ce type de modèle, il y en a qui existent déjà, hein. À l'échelle du Grand Est, il y en a un, il y en a un à l'échelle du bassin Seine-Normandie aussi. L'idée ici, c'était d'avoir un outil «maison» entre guillemets, hein, pour la communauté, notamment pour la communauté de la SFR Condorcet, puisque moi je vous ai parlé des simulations liées au changement climatique, mais on peut tout à fait envisager des simulations en réponse aux évolutions des pratiques culturales. Est-ce que une augmentation, une diminution de l'irrigation va avoir un impact sur les volumes écoulés dans la nappe de la Crée? Est-ce que le développement de végétaux qui vont répondre aux contraintes climatiques futures vont avoir un intérêt également pour les eaux souterraines? Voilà, c'est ce genre de questions auxquelles on pourrait répondre. Donc quelques pistes ici. Si vous en avez d'autres ou si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jessie. Je vais regarder dans le chat. Alors, il y a une petite question donc d'Éric Gontier qui demande quel niveau de certitude quant à l'estimation d'usage 80, 10 80, 20, 10 potable, agriculture, industrie. Je ne comprends pas très bien la question. Donc Je pense que ça a été annoncé au départ. Au départ, donc, c'était 80% de l'eau utilisée pour l'eau potable, 20 pour l'industrie. C'était ce tableau-là, je suppose. Voilà. Et quel est le niveau de fiabilité et de certitude, notamment quant à la mesure de l'utilisation de l'eau agricole, au niveau des contrôles? Bah, c'est clairement un problème qu'on rencontre, hein. Alors là, ce sont des données de l'agence de l'eau. J'avoue que je ne sais pas exactement comment elles ont été compilées, mais c'est clair que on a, pour l'industrie et l'eau potable, il n'y a pas de problème, on arrive à avoir les données. Pour l'agriculture, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, il y a ce biais-là, et ce que nous, on aimerait faire, c'est-à-dire travailler sur l'évolution, enfin, sur le futur quoi, des prélèvements. On est toujours confronté à ce problème de la donnée source, notamment pour l'agriculture. Donc c'est un biais effectivement qui existe. Moi, j'avais aussi une petite question. Donc, tous les paramètres qui rentrent dans la modélisation, est-ce que donc c'est des paramètres que vous n'avez pas mesurés vous-même, c'est des choses qui sont disponibles dans la littérature, c'est ça? Enfin, alors ça dépend des paramètres. Tout ce qui est géométrie du modèle, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Effectivement, dans la littérature, il y a plein de choses qui existent. Et tout ce qui est paramètres hydrodynamiques, on fait des mesures ponctuelles, c'est-à-dire quand on a des forages, on va faire des mesures qui nous permettent de déterminer la perméabilité, mais en un point donné. Donc on essaie de multiplier au maximum ces mesures-là pour avoir des valeurs de perméabilité les mieux réparties spatialement possible. Après, on est obligé de faire des interprétations entre les points, parce qu'on a effectivement, c'est le problème de l'hydrogéologie, on a toujours des données ponctuelles et on est obligé d'interpréter ou d'interpoler entre les ouvrages. Et par exemple, tout ce qui est niveau
de la nappe aquifère? C'est des choses qu'on sait mesurer sur le terrain Ah oui, oui, tout à fait. Bah, de manière… sur chaque forage, alors on a différentes méthodes, hein, mais bon, on fait des mesures manuelles dans les forages avec une sonde piézométrique. Et puis sur le site sur lequel on travaille là, sur le secteur modélisé, on a une vingtaine de sondes piézométriques qui enregistrent en continu en fait le niveau piézométrique. Donc c'est des sondes de pression en fait qui enregistrent la pression de l'eau. Et donc sur un certain nombre de points, on a un enregistrement en continu de la variation piézométrique, ce qui nous permet de bien voir la réactivité de la nappe, notamment vis-à-vis de la recharge. D'accord. Alors, il y a encore une question d'Éric Gontier. Quel impact des différents forages sur la dislocation des lits filtrants et des risques de pollution induits, comme dans le cas de la fracturation hydraulique? Alors là, on est dans des contextes très, très différents de la fracturation hydraulique, hein. On a sur les prélèvements, pour, enfin, que ce soit pour l'irrigation, l'alimentation en eau potable ou l'industrie, il n'y a jamais eu en tout cas dans la craie, on n'a jamais dans la craie et dans le secteur, on n'a jamais atteint des prélèvements suffisants pour induire, artificiellement de la fracturation ou ce genre de choses. Il y a des secteurs dans le monde, hein, où il y a des problèmes comme ça, ou des problèmes d'affaissement par exemple, mais dans ce cas-là, on est vraiment sur de la surexploitation et on en est loin, dans la Marne. Ok, merci. Juste une toute petite question de curiosité. C'est avec quelle équipe de l'Université de Liège que vous travaillez? J'ai plus le nom de l'équipe en tête, mais c'est avec Alain Dassargue que je travaille. D'accord, ça va. Merci beaucoup. Je t'en prie.